Cette négociation, on l'a donc débutée, je le disais, en 2016, avec un objectif pour la CGT Métallurgie, c'était d'aboutir enfin à une convention collective nationale qu'on a appelée de haut niveau de progrès social, mais l'idée c'est d'avoir une seule convention collective qui englobe l'ensemble des droits et des garanties qui organisent la vie au travail des métallurgistes dans notre pays. Et au-delà de l'innovation sociale, on avait aussi pour objectif de garder ce qui était bien et ce qui était mieux surtout dans l'ensemble de nos textes. Donc notre objectif c'était mieux-disant de l'existant et innovation sociale sur certains sujets où il y en avait besoin. On a on a fait un choix très arbitraire de traiter quelques thèmes. Donc le premier, bien sûr, c'est celui des classifications. C'est un sujet qui a pris beaucoup de temps à la négociation. La négociation a duré plus d'1 année. Après la négociation en plénière, il y avait un groupe technique paritaire restreint qui s'est réuni pour élaborer un guide pédagogique pour expliquer aux employeurs comment mettre en œuvre ce futur projet de classification. Enfin, bon, c'était vraiment le gros morceau, et c'est le gros morceau parce que la classification, c'est un enjeu essentiel dans l'ensemble de ces négociations. Tout le monde le sait, la classification, c'est toujours la colonne vertébrale d'une convention collective et d'une organisation conventionnelle. C'est la base de tout le reste. Sur ce sujet, il y a quelque chose d'important à avoir en tête. Le patronat, en l'occurrence Hubert Mongon, le délégué général de l'UMM, a dit « J'assume haut et fort, nous assumons haut et fort, notre projet de classification, c'est une rupture sociétale. » Pourquoi une rupture sociétale ? Parce qu'ils ont complètement chamboulé la logique et la manière dont on classe les gens, puisque eux ne classent plus les gens. On va y revenir. Dans cette négociation, toujours dans notre objectif de convention collective nationale, la délégation CGT a considéré qu'il nous fallait classer les individus, donc les salariés, les gens qui travaillent, en fonction de leur savoir, de leur savoir-faire, de leur qualification, de leur expérience professionnelle. Donc on classe les gens à partir de ces critères. Pourquoi on classe les gens ? Parce que ce sont eux qui travaillent, ce sont eux qui sont au poste. Et on considère que c'est le moyen pour lui d'organiser ensuite son évolution, enfin, d'avoir un élément de repère pour son évolution professionnelle. Pour nous, la classification que le salarié peut acquérir dans son entreprise, elle doit lui être propre, lui être attachée. Et dans notre objectif plus global de sécurité sociale professionnelle et de nouveau statut du travail salarié, la classification acquise par le salarié doit le suivre. Et s'il change d'entreprise, s'il change d'emploi, il ne doit pas perdre cette classification. Elle lui est acquise, c'est un droit individuel acquis. Voilà. Et puis on considère qu'une classification de haut niveau, attractive, qui prend en compte les gens, qui organise le déroulement de carrière, c'est aussi un facteur d'attractivité pour nos métiers de la métallurgie qui parfois sont un peu déconsidérés. Attirer les gens avec de bonnes conditions de travail, des perspectives d'évolution de carrière, c'est toujours plus facile. Donc cette négociation classif a débuté en septembre 2016. Nous y sommes allés avec quelques repères évidemment. Donc, je le disais, on classe les salariés, on les classe à partir de leur diplôme, certification, de leur expérience. On propose qu'il y ait un changement de coefficient tous les 4 ans. Donc, on organise quand même une évolution de carrière. On adosse à cette grille de classification une grille de salaire avec un début de carrière, un départ de grille à 1 800 € et avec l'objectif d'avoir un doublement du salaire sur la carrière complète. Et donc l'idée c'est une progression garantie et continue. Pour l'UIMM, évidemment, vous vous en doutez, c'était pas tout à fait la même cuisine. Donc l'UIMM a décidé que désormais on classait dans la métallurgie non pas les salariés, mais on classe les postes de travail, l'emploi que le salarié occupe. On classe donc cet emploi à partir d'une grille de 6 critères classants, j'y reviendrai après. On change de coefficient seulement en fonction d'une évolution significative du poste qu'on occupe ou seulement si on arrive à changer de poste de travail. Donc pour ce qui est de l'évolution de carrière, c'est quand même plus aléatoire. Évidemment, il y a une grille de salaire minima parce que c'est une obligation légale que d'avoir des minima dans la branche. Bref,
Tout ça pour vous dire que le risque de cette proposition du patronat, c'est une carrière en dents de scie. Vous avez quelques graphiques. Le premier, c'est, disons, la carrière, l'évolution de carrière moyenne aujourd'hui dans la métallurgie. Donc, c'est pas mirobolant, mais on prend quand même de temps en temps un coefficient et on évolue plus ou moins. Le graphe du milieu, c'est ce qui risque de se passer si le dispositif prévu par l'UMM, accepté par les autres organisations syndicales, se met en place. C'est-à-dire que la carrière, plutôt que d'évoluer progressivement à la hausse, on pourra être là un moment et redescendre ici, puisque la classification sera fonction du poste tenu, de l'évolution même significative du poste qu'on a. Donc on peut être là un moment et puis remonter. Et donc finalement le risque, au-delà d'une classification plus ou moins importante, c'est la rémunération qui risque de suivre. Une fois, on aura une rémunération à ce niveau, et la fois d'après, la rémunération à celui-là. Mais en plus de ce problème, qui est quand même le problème majeur de la rémunération à la hausse ou à la baisse, c'est surtout la difficulté pour le salarié, quel qu'il soit, comment je me projette. Comment je projette ma carrière dans la métallurgie, puisqu'il y a cette incertitude d'avoir une classification variable. Je suis ingénieur, chef de projet, mon projet arrive à terme, aujourd'hui, je garde ma classification, même si je ne rebondis pas tout de suite sur un autre projet. Le risque, si l'employeur ne me remet pas sur un autre projet immédiatement avec ce système, c'est qu'il considère que mon emploi ma fonction a évolué significativement, j'ai moins de responsabilités, j'étais chef de projet, le projet a abouti, et bien du coup, ma classification redescend. Donc la carrière, elle est complètement chamboulée, et surtout, la perspective professionnelle sur l'ensemble de la carrière, elle est complètement effacée. La troisième grille, c'est notre projet CGT, c'est ce que je disais tout à l'heure. On classe donc le salarié en fonction de ses titres, de ses diplômes, de son expérience, de ses savoirs, de ses savoir-faire, de sa qualification. Et on organise une évolution automatique tous les 4 ans, un changement de carrière et le salaire qui suit de la même manière. Je reviens sur un élément important. Si ce système voulu par l'UMM se met en place, ce qui va être très important pour nous, militants et représentants du personnel, élus, mandatés, c'est d'avoir accès, dès maintenant si vous le pouvez, de réunir les fiches de poste. Parce que le contenu de la fiche de poste va définir la classification des postes. Pour nous, il faut vraiment qu'on se récupère ces fiches de poste, qu'on y regarde et qu'on ne laisse pas la définition des postes de travail uniquement aux services RH qui sont parfois un peu éloignés de la réalité du travail, qui ne maîtrisent pas forcément tout ce qu'on peut faire dans un poste de travail. Et qui mieux que le salarié qui occupe le poste peut construire la fiche de poste. Donc, ça fait beaucoup de postes, pardon. Mais donc, soyez vigilants à ça, commencez à les récupérer. Ce sera vraiment le maillon essentiel de la mise en œuvre de cette classification si elle est mise en œuvre dans les mois à venir. Ça, c'est donc la grille de critères classants établie par l'UMM. Donc, on va classer votre poste de travail en fonction de 6 critères. Mais les 6 critères sont la complexité de l'activité, les connaissances, l'autonomie, la contribution, l'encadrement et la coopération et la communication. Donc c'est bien connu, un poste a des connaissances, un poste encadre, un poste communique. Donc on ne classe pas les salariés, on classe le poste. Et sur chaque critère, on va classer entre 1 et 10 le poste. Donc si on considère que le poste, l'emploi nécessite plus ou moins un certain nombre de connaissances. S'il ne nécessite que des connaissances minimales, on aura 1 point pour ce critère. S'il en nécessite plus, on aura 7 ou 8 points. Et à chaque fois, on classe comme ça. À la fin, vous l'avez compris, on a un total de 6 points, si on est très mauvais et qu'on a 1 point à chaque fois, ou 60 points si on a 10 à chaque fois. Ce qui donne une cotation ainsi, donc en fonction du nombre de points, on a des classes d'emploi et un groupe d'emploi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc oubliez les 3A, les 3B, les 3C, oubliez les coefficients qu'on connaît dans la grille des non-cadres. Voilà ce qui apparaîtra sur les fiches de paye si c'est mis en place. Donc quand on classe des emplois, évidemment, quid du diplôme, du titre, de la qualification du salarié.
qui est quelque chose à laquelle on est très attaché à la CGT, la reconnaissance des diplômes évidemment. Ça a été une bataille, mais de chiens, je vais le dire comme ça, dans la négociation, pour que la notion de détention d'un diplôme apparaisse dans l'accord. Vraiment, c'est position très idéologique en face de la part de l'UMM. Ça a été mentionné, mais ça a été mentionné de la manière suivante. Ça a satisfait les autres organisations, et particulièrement l'organisation censée représenter les gens les plus diplômés. Je ne la citerai pas, ça serait que trop d'honneur. Mais voilà, la reconnaissance des diplômes, c'est ça aujourd'hui. C'est ça si c'est mis en place. Donc je lis, la détention d'un diplôme ne génère pas de droit à l'attribution du degré d'exigence correspondant lors de l'évaluation du critère connaissance. Dans le tableau précédent, le critère connaissance, quel que soit le diplôme tenu, le diplôme, on n'en tient pas compte. Ça, c'est l'article 3.2. Et comme ça va mieux en le disant, l'UMM répète, la détention d'un niveau de diplôme ou de certification professionnelle, donc même leur propre titre créé dans la branche, donc la détention d'un niveau de diplôme ou de certification professionnelle ne crée pas de droit à un classement minimal. Donc il n'y a plus de prise en compte du diplôme. Ce qui est quand même quelque chose d'assez grave à un moment où on a besoin de s'adapter aux évolutions des technologies, d'avoir des gens qui sont quand même plus qualifiés, et on ne va pas reconnaître les diplômes, donc on ne va pas les payer en conséquence, très probablement, ce qui est quand même très problématique. Autre question qui peut être posée avec ce changement de logique de classification, un salarié qui est cadre aujourd'hui, est-ce qu'il restera cadre demain si la nouvelle classification est mise en œuvre ? L'article 7.2 de ce fameux accord précise que les salariés dont l'emploi relève à la date d'entrée en vigueur de l'accord des dispositions de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres en bénéficient aussi longtemps qu'ils tiennent le dit emploi au sein de l'entreprise. Ce qui signifie, si je suis cadre au moment du changement de classification, je reste cadre tant que j'occupe mon emploi. Ça veut dire que c'est donc limité dans le temps. Si je change d'emploi, potentiellement je perds ma qualité de cadre. Et surtout, si l'employeur décide de repeser mon poste pour X raisons, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, mais je suis ingénieur chef de projet, le projet est arrivé à terme, le temps qu'on me remette sur autre chose, on considère qu'il y a une évolution significative à la baisse du contenu de mon poste de travail, on me reclasse, je redescends dans la classification, je ne suis plus forcément cadre. Donc il y a vraiment ce risque-là, toujours dans la carrière du salarié. Un autre point qui peut être important, c'est la question du salaire évidemment. Donc l'accord dit que l'attribution du classement au moment de la première application de la classification, donc quand on va changer de système, ne doit pas réduire la rémunération totale qui est due au salarié. Donc à la première mesure, à la première cotation, j'ai X euros de salaire, je garde X euros de salaire. Mais à la deuxième cotation, parce que l'employeur décidera que mon poste a évolué significativement, mais il n'y a plus de garantie de salaire. La question de la prime d'ancienneté, donc là, il faut se remettre dans le sujet, on y était là il y a 4 ans, la question de la prime d'ancienneté est évidemment abordée, et l'UMM nous dit que ce sujet sera discuté au moment de la discussion sur les rémunérations. Donc on va en discuter, mais pour l'instant il n'y avait aucune garantie qu'elle soit maintenue en l'état. Néanmoins, le fait de l'écrire comme ça dans l'accord a emporté et a suffi à rassurer une organisation syndicale dans la salle qui a considéré qu'on pouvait mettre l'accord en réserve. Je ne la citerai pas non plus, c'est leur faire trop d'honneur. Voilà pour rappel, mais la grille CGT, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un doublement du salaire sur la carrière et du COEF, une prise en compte du diplôme détenu quand on embauche le salarié. Je passe rapidement, mais vous la connaissez bien, cette grille. Voilà sur les classifications.